Bonjour à tout le monde. Nous sommes rendus à la 18e capsule. On va parler aujourd'hui surtout de dinde. Surtout, enfin, en finale, ça va être la dinde. Mais surtout, on va parler de blockchain et si vous voulez, des cryptocurrencies. Mais ce n'est pas le sujet de cryptocurrency, c'est simplement le blockchain. Mais avant de parler de tout ça, tout simplement, je voulais vous signaler que le marché boursier ne fait rien. Et pourquoi il ne fait rien? Tout simplement parce que de quoi on est en attente? On est en attente du 12-13 décembre, dans lequel il y a la réunion du fonds de la Réserve fédérale américaine. Et là, on saura si M. Powell insiste pour augmenter les taux d'intérêt de 3/4 ou de 3/4 de point, c'est-à-dire 0,75 ou encore 0,50. On ne sait pas. Je dois vous dire que l'économie va bien, il n'y a pas de chômage. Le taux de chômage aux États-Unis, ça c'était le premier lundi du mois de décembre, donc c'était la semaine dernière. Et puis le taux de chômage était 3,6, je crois, donc on ne peut pas plus bas que ça. Et puis donc il n'y a pas de chômage d'un côté. De l'autre côté, on a eu, vous savez, le premier quart de l'année avait un produit intérieur brut qui était négatif. Le deuxième quart, un produit intérieur brut négatif, ça fait 2 fois de suite, donc ça, on appelle ça récession. Mais le troisième quart est devenu fortement positif, donc on n'est plus en récession. Et on suppose que le quatrième quart va être encore meilleur que le troisième. Vrai, pas vrai, on verra, mais ça reste qu'on n'est pas en récession, malgré le fait que M. Powell augmente les taux d'intérêt. Quand est-ce qu'on voit l'effet de ces hausses des taux d'intérêt? En principe, on devrait le voir quelques mois après toutes ces hausses des taux d'intérêt parce que ça fait tout l'effet de la hausse des taux d'intérêt, ça se traduit finalement dans les états financiers à venir et dans la baisse des bénéfices éventuellement. Donc, pour le moment, l'économie va bien et semble-t-il que l'effort de M. Powell, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire, on dirait que le marché digère cette hausse des taux d'intérêt comme si c'était normal. Je dois vous dire, moi j'ai vécu les taux d'intérêt à 18% il y a pas mal d'années, en 1980-82, et là les taux d'intérêt ça augmentait d'une façon époustouflante. Mais ici, des augmentations, même si on arrive à 4 à 5%, je dois vous dire que la moyenne, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à, je ne sais pas, il y a quelques années, la moyenne était à peu près 5 à 6%, la moyenne des taux d'intérêt, entre des taux plus hauts que 5-6 et des taux qui étaient plus bas. Donc, grosso modo, on revient à ça, j'ai l'impression. Ce qui sonne un peu positif pour le marché, parce que nous, on est surtout gestionnaire de portefeuille et on fait de l'argent et on espère toujours de le faire pour nos clients. Et donc, on est très sensible à toute cette histoire de taux d'intérêt et puis des effets sur le taux d'intérêt. Mais une nouveauté qu'il y a eu la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, c'est qu'il y avait aux Bahamas, il y avait une bourse qui était la FTX, je crois, une bourse de crypto-monnaies, et finalement avec des milliards dedans, avec beaucoup de clients qui ont mis de l'argent, même des institutions vraiment importantes, en Ontario par exemple, des institutions qui ont mis 95 millions, imaginez, là-dedans, mais la bourse a fait faillite. Et finalement, où est allé cet argent, on ne le sait pas. Donc ça crée tout un blâme, finalement, sur ces cryptocurrencies, dans lequel pas mal de monde y croit, mais que finalement sont basés sur rien. C'est basé sur le fait qu'on peut y croire, ne pas y croire, mais ce n'est pas une monnaie légale, ce n'est pas déclaré par l'État, rien du tout. Donc c'est une invention quelconque, cette cryptocurrency-là. Et il y a beaucoup d'engouement, par contre, surtout les nouvelles générations, puis tout ça, aiment toutes ces choses-là. La conclusion, c'est que finalement, vu qu'il y a une faillite immense, donc il y a 2 semaines de cette bourse, et faillite d'autres bourses jumelées à ça, ça a jeté un blâme naturellement sur les cryptocurrencies, les devises donc crypto, mais en même temps, on associe toujours à ça le mot blockchain. Donc on dit c'est cryptocurrency avec blockchain, c'est-à-dire sans le blockchain on n'a pas de cryptocurrency, donc c'est la faute du blockchain. En réalité, c'est un gros équivoque parce que le blockchain n'a rien à voir avec les déboires des bourses et des cryptocurrencies. Le blockchain, c'est simplement une sorte de registre, mais de registre ouvert, c'est-à-dire pas fermé. Et quel est le rôle de ce blockchain? Essentiellement, quelles sont les qualités de ce blockchain qui existe en réalité? Il a été formé à peu près
en 1979, 1980, quand ça a commencé. Et où est-ce que vous trouvez? Si vous regardez la bibliographie que je vous ai mis, les 12, je crois, sites à visiter, vous trouverez à un certain moment le site d'un monsieur américain qui est toujours vivant, qui a lancé une partie de ses, une théorie sur ces blockchains. La conclusion, à quoi ça sert un blockchain? Est-ce que c'est bon? Oui, et c'est l'avenir probablement. Donc un blockchain, c'est un système qui permet essentiellement deux grandes choses. Une chose, c'est la tokenisation, grand terme si vous voulez, mais c'est quoi? La tokenisation, c'est sécuriser l'information. Par exemple, un dossier médical qui rentre dans le blockchain, à travers la tokenisation, ben, personne ne va avoir accès à. C'est la sécurité. Mettons la carte d'identité, en fait, les mots de passe que vous avez. Et puis tout ça, c'est donc la tokenisation est permise par le blockchain. Ça, c'est un premier avantage, ça, on peut pas, c'est incontournable. Deuxième avantage, c'est que ça permet des contrats intelligents. Ça, c'est un monde un peu à part. Les contrats intelligents, ça veut dire que, comme c'est marqué ici, voyez-vous, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est l'équivalent que, par exemple, moi, je veux acheter des actions, quelqu'un veut me les vendre, mais on n'a pas besoin de passer à travers une maison de courtage. Et finalement, on peut simplement se mettre d'accord, l'autre personne et moi, directement. Ça, c'est une immense nouveauté, c'est smart contract. Mais ces smart contracts, en réalité, existent depuis très longtemps. Par exemple, des exemples de smart contract, c'est un distributeur automatique. Quand vous achetez, par exemple, une bouteille d'eau, et puis vous mettez votre argent ou la carte de crédit, vous recevez la bouteille, ça c'est un smart contract. Si vous prenez par exemple, mettons, vous payez, mettons, un billet de stationnement, ça aussi c'est un smart contract. Finalement, c'est une relation dans laquelle il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Ça coûte tant, vous le payez. Ça c'est donc vieux comme le monde en réalité. Vous savez, un smart contract, ça pourrait être aussi vieux que, vous savez, quand... mettons, on avait, mettons, ben moi, parce que j'ai un certain âge, j'avais passé quand j'avais 20 ans ou je ne sais pas, 15 ans. Mais les jeunes, par exemple, dans un centre d'achat, on les voit se faire les photos. Vous savez, les 4 photos dans une cabine, puis schlaf, ça fait tout ça. Le flash, et puis se font des photos. Ça, c'est un smart contract. C'est un contrat intelligent entre la machine et, si vous voulez, l'individu. Ou encore, la machine est un intermédiaire dans tout ça. Ça permet, le contrat intelligent, c'est ça, parce que la tokenisation, c'est acquis, ça va. Mais le contrat intelligent, ça crée toute une révolution. Parce que, regardez, ça permet une finance décentralisée. C'est-à-dire, on n'a plus besoin, théoriquement, d'une maison de courtage. Je peux tout simplement me mettre d'accord avec quelqu'un qui veut vendre pour acheter des actions. Et la relation est directe. Donc, c'est un contrat intelligent. Naturellement, là-dedans, il y a pas mal de variantes. Il y a le P2, c'est ça, P2P, c'est ça? Et ça, le peer-to-peer. Mais là, si vous voulez fouiller tout ça, je vous ai montré toute la référence, là, dans laquelle vous pouvez vous amuser avec tout ça. C'est un monde complexe. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, c'est parce que, regardez, il y a un proverbe, je crois chinois, pas sûr que c'est chinois, mais c'est un proverbe vraiment valable, qui dit, dans une forêt, quand un arbre tombe, ça fait du bruit. Mais la forêt qui grandit ne fait pas de bruit. Donc, ça s'applique très bien à ce qui est arrivé il y a 2 semaines. On a quelqu'un qui a fait une immense faillite avec les monnaies crypto, et puis finalement, ça donne l'impression que tout finit mal, et puis dans tout ça, ça se peut dans les cryptos, j'en sais rien. Mais la combinaison de crypto avec blockchain, le blockchain est sauvé, ça n'a rien à voir. Blockchain, c'est la forêt qui grandit, tandis que la bourse des Bahamas qui a sauté, ben ça c'est tout simplement l'arbre qui tombe et qui fait du bruit. À présent, quelle est l'utilisation, par exemple, que j'ai notée récemment, une utilisation intéressante du blockchain et du tokenisation? Regardez, la compagnie Cargill, qui est un géant dans l'agriculture, c'est une compagnie privée, elle n'est pas cotée en bourse, c'est une compagnie américaine, elle est née en 1850, quelque chose de comme ça, c'est une famille, la famille Cargill, et puis c'est vraiment un grand géant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des produits agricoles ou finalement ils vendent, je ne sais pas, ils vendent les poulets par exemple, et ils vendent les dindes. Quand on arrive au Thanksgiving Day américain, ou l'Action de grâce américaine, qui est le 3e vendredi du mois de novembre,
c'est supposé que les Américains achètent la dinde et puis la font cuire et puis tout ça. Mais il faudrait que la dinde, et notez bien, que la dinde soit originaire d'une ferme, pas d'un élevage, mais que ça soit vraiment élevé comme dans une ferme, comme on faisait autrefois, il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Mais est-ce qu'on peut retracer ça? Et voilà le blockchain. Cargill, je vous ai envoyé les liens, Cargill fait en sorte que si vous vous abonnez, ou enfin vous donnez votre nom, et vous pouvez aller voir quelle est la ferme à partir de laquelle la dinde a été donc née, a été développée, tout ça engraissé, et puis tous les passages qu'il y a eu. Ça, c'est grâce au fait qu'on a la tokenisation. C'est-à-dire, c'est une sorte de registre des événements sur la dinde, de l'origine jusqu'à quand finit sur votre table. Parce que quand vous achetez la dinde, c'est marqué, mettons, je ne sais pas, originaire Canada ou des choses comme ça. Mais Cargill, il vous dit quelle est la ferme vraiment qui a élevé l'animal. Selon l'article du journal dans lequel il y avait tout ça, il disait, le jour de le Thanksgiving Day américain, ben, la famille américaine qui mange de ça peut envoyer un message à la ferme qui a élevé la dinde et dire merci, c'était délicieux, et puis des choses comme ça. Ça, c'est une application, si vous voulez, très, très familiale de qu'est-ce que c'est le blockchain et la tokenisation. Et je crois que pour aujourd'hui, voilà, la capsule est terminée.